Notre invité, c'est vous, Alexandre Vautravers. Bonsoir à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse et directeur scientifique au Centre d'histoire et de prospective militaire. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Alexandre Vautravers, d'abord une question au sujet de cette frappe sur un supermarché à Kostiantynivka. Est-ce qu'il faut y voir des représailles de la part de Moscou quant à l'incursion menée à Koursk ? C'est une interprétation des choses. D'un autre côté, on sait que depuis maintenant près de 3 ans, ce type de frappe existe et ces frappes sont tantôt précises, tantôt beaucoup moins précises en raison des interférences et de la guerre électronique. Donc je dirais que ces deux événements ne sont pas nécessairement inextricablement liés. En tout cas, on revient sur cette incursion menée à Koursk, des soldats ukrainiens déployés sur ce territoire depuis 4 jours maintenant. Est-ce qu'on peut considérer que la Russie a été prise par surprise ? Oui, on peut considérer qu'il y a eu une première surprise, c'est le fait de ne pas avoir été en mesure de détecter la concentration de forces qui se sont préparées, et il faut plusieurs jours pour cela, qui ont préparé et ensuite conduit, mené cette opération de contre-attaque limitée. Et puis deuxièmement, on se rend compte de la faiblesse des forces russes qui se trouvent le long de la frontière nord de l'Ukraine. On se rend compte que la Russie a concentré ses moyens dans la région de Donetsk et dans le sud et a peut-être délaissé certaines portions du front. Il faut rappeler également, et ça va être déterminant pour les prochains jours, que les forces russes qui sont à disposition dans les kilomètres, dans la région environnant cette contre-attaque, sont essentiellement des formations de réserve, donc des réserves opératives et stratégiques qui sont surtout utilisées pour terminer, pour achever, pour compléter la formation de base des jeunes recrues en Russie et pour compléter, pour remplir, si j'ose dire, les unités du front. Donc on peut s'imaginer que les forces qui sont en ce moment dépêchées pour limiter, pour contrecarrer cette attaque, sont plutôt des forces de second ordre. Si les Ukrainiens ont pu pénétrer jusqu'à 35 km à l'intérieur du territoire russe, c'est en tous les cas ce qu'affirme l'Institut pour l'étude de la guerre. Est-ce que Kiev, de manière générale, est en mesure de mener d'autres incursions de ce type à d'autres endroits de la Russie ? Oui, de la manière dont vous avez posé cette question très précise, oui, et je m'en explique. Les formations ukrainiennes qui ont été engagées dans cette action, ce sont 2 brigades mécanisées. Ces brigades mécanisées ont une autonomie, on va dire, au combat d'environ 3 à 4 jours, une autonomie en termes de logistique. Elles sont en mesure de progresser, de pousser de 30 à maximum 45 km au-delà d'une ligne de départ ou au-delà de la frontière, si vous voulez. Si le plan ukrainien est de poursuivre au-delà de cette marge de 30 à 45 km, il faudra engager des ressources supplémentaires, des ressources tout à fait considérables. Donc on peut s'attendre, on peut imaginer qu'il soit vraisemblable que cette offensive est un objectif limité et que cette offensive ne va pas poursuivre des objectifs plus lointains. Alors, quelle est-elle ? On sait que ces troupes se trouvent notamment autour de Soudja. Est-ce que c'est un site stratégique, ça, pour Kiev ? Non, ce ne sont pas des sites stratégiques, mais ce qui est, je pense, plus intéressant et plus important, si on regarde la carte et le calendrier, c'est que pour pouvoir déplacer des forces suffisantes, pour pouvoir résoudre le problème qui a été provoqué par cette contre-attaque ukrainienne, eh bien, les Ukrainiens ont réussi, avec des moyens, somme toute, relativement limités, à gagner du temps, à gagner plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, puisque évidemment, les Russes, de leur côté, doivent dégager des réserves adéquates, doivent déplacer ces réserves, doivent réorganiser ces réserves et doivent ensuite mener leur propre contre-attaque. Donc on peut s'imaginer que la riposte russe va nécessiter plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, et c'est tout le temps qui a été gagné de cette manière-là pour la défense de l'Ukraine. Alors ma prochaine question est double, Alexandre Vautravers. Premièrement, est-ce que cette opération a été menée avec le feu vert des alliés européens et américains ? Et est-ce qu'aussi dans le même temps, puisque les Ukrainiens ont prouvé qu'ils étaient capables de pénétrer le territoire russe
en profondeur, 35 km tout de même. Est-ce que ça va encourager les alliés, alors justement, à déployer davantage de moyens? Bon, vous avez posé plus de 2 questions, mais d'une part, est-ce que les Américains, est-ce que les Allemands ou d'autres pays étaient au courant? C'est très, très difficile à dire puisque par le passé, les Ukrainiens ont pris plusieurs initiatives qui n'allaient pas forcément dans le sens de ce qui était souhaité ou soutenu par les alliés occidentaux. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que la sécurité opérationnelle, c'est-à-dire le maintien du secret, de la confidentialité, la surprise de cette action a bel et bien été sauvegardée. Donc ça, c'est un point important à retenir. Donc cela pourrait se reproduire dans d'autres secteurs. Votre deuxième question, quel est l'impact militaire de cette contre-offensive? Comme je l'ai dit, l'impact, il est plutôt psychologique, il est plutôt politique et il est plutôt en termes de calendrier parce que de bousculer les lignes russes de 30 à 40 km, ça ne suffit pas. La portée des armes aujourd'hui est telle qu'il faudrait une action de beaucoup plus grande envergure et sur une profondeur beaucoup plus large pour pouvoir vraiment menacer des centres logistiques, pour pouvoir menacer des aérodromes. Donc on est bien sûr très très loin d'avoir atteint de pareils objectifs. Merci beaucoup, Alexandre Vautravers. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.